Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers. Je suis Jean-François Galéa, cofondateur du cabinet de conseil en trésorerie et système d'information Axi. Avec Forecast, je vous propose de rencontrer des professionnels de la trésorerie inspirants qui vont vous apporter leurs témoignages sur les sujets qui impactent et impacteront nos métiers. Après avoir rencontré différents acteurs du marché, et notamment les principaux, on a décidé de catégoriser en 3 catégories les acteurs du marché qui pouvaient nous accompagner sur ce type de projet au niveau de la trésorerie. On avait dans un premier temps les exchanges. Dans cette catégorie, on retrouve les acteurs comme Coinbase, Binance, qui à la base sont des places de marché, mais qui fournissent aussi des solutions de stockage de crypto-monnaies. Alors, comme on dit dans l'écosystème, not your key, not your crypto. Donc voilà. Dans ce cas de figure, on ne détient pas nos clés privées. Les fonds sont chez eux. Donc ça, c'est les exchanges. Dans un second temps, dans une seconde catégorie, on a placé alors ce que nous on a appelé les crypto-banks, qui n'est pas un nom officiel, mais non, on les a appelés les crypto-banks dans le sens où leur process, leur mode de fonctionnement ressemble fortement à une banque traditionnelle, mais vraiment avec la gestion des crypto-monnaies. Dans cette catégorie, pour citer quelques noms, on retrouve notamment CoinHouse, qui est le premier acteur en France à avoir obtenu l'enregistrement PSAN, et on retrouve Crypto Finance aussi, qui est un acteur suisse, pour ne citer que. Et la troisième catégorie qu'on a, c'est qu'on a identifié du moins, c'est les wallet providers, avec notamment Ledger, qu'on ne peut pas omettre de placer dans les solutions évidemment de gestion des cryptos d'actifs. Donc eux, ils fournissent vraiment des solutions techniques, mais ne vont pas fournir la solution de broker. À la différence des deux autres, avec la solution Ledger, c'est vous qui êtes dépositaire de vos propres fonds. Exactement, c'est ça. On détient vraiment les clés privées avec Ledger. Tout dépend de la solution évidemment. Le Ledger Vault qui est dédié aux institutionnels est la solution un petit peu plus particulière et je me permettrai pas de la détailler là puisque je suis pas commercial Ledger et qu'elle est un peu assez complexe pour que je puisse l'expliquer facilement. Donc voilà, nous on a décidé de travailler avec un acteur CryptoBanks parce que ils ont fondé leur process pour les institutionnels et que même si à terme on souhaiterait évidemment détenir nos clés privées pour être en possession de nos propres fonds, dans un premier temps pour mettre en place le projet et assurer que nos process de double validation pour chaque transaction, etc. soient respectés, c'était eux qui pouvaient nous proposer la meilleure solution. Aujourd'hui, mon invité est Jean Torrance, trésorier du groupe Havas. Un jour, la direction du groupe lui a posé une question surprenante. En synthèse, cela donnait « On veut acheter un land sur le métaverse, la transaction doit se faire en Ethereum. On fait comment ?» De plus en plus de trésoriers sont et vont être confrontés à cette interrogation. Nous allons voir ensemble comment Jean y a répondu. Bonjour Jean. Bonjour François. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien. Eh ben écoute, je suis content de t'accueillir et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Parce que là, on fait en ce moment justement une série de podcasts sur le sujet de la crypto et des NFT, et cette fois, on va pouvoir avoir le témoignage d'un trésorier sur ce sujet. Donc un témoignage particulièrement intéressant parce que c'est concrètement, ce dont tu vas nous parler, c'est un cas concret, un cas d'usage au sein d'un grand groupe, qui plus est. Donc bon là, je tease un peu sans vouloir trop en parler, mais tu vas nous dire donc grosso modo comment ça s'est passé durant cet épisode, mais peut-être avant tout, pourrais-tu te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, Jean Torrance, je suis actuellement trésorier au sein du groupe Havas, donc au service de la trésorerie centrale du groupe, rattaché à diverses missions du service trésorerie de façon assez large et plus précisément, en particulier, sur notamment les projets qui sont liés
à différents enjeux liés aux blockchain, crypto-monnaies et à la gestion de toutes ces nouvelles, de tout ce nouvel écosystème dans le cadre d'une trésorerie. Alors, on voit que ce genre de sujet arrive, hein, mais tout le monde aujourd'hui n'est pas forcément directement concerné. Comment est-ce que ça se passe donc chez Havas? Pourquoi est-ce que ce sujet arrive? Et en fait, quelles ont été les premières Alors, prémices? c'est vrai que c'est très récent, c'est arrivé il y a quelques mois à peine. C'est arrivé petit à petit, mais de façon assez rapide en même temps. On a eu quelques échos, hein, parce que nous, comment le groupe est constitué, c'est vraiment un réseau d'agences publicitaires et de communication qui est réparti à travers le monde. Et on commençait à avoir quelques échos de certaines agences qui ressentaient certains besoins liés à justement le besoin de pouvoir encaisser ou pouvoir régler en crypto-monnaie, que ça soit dans le cadre d'appels d'offres ou de relations avec des clients déjà existants ou avec des fournisseurs. Voilà, c'était certaines demandes qui arrivaient comme ça et qui remontaient jusqu'à la trésorerie. Voilà, nous on n'avait pas de process cadré, on n'était pas en mesure à ce moment-là, en effet, de pouvoir gérer ces cryptos actifs. Donc la réponse au début était plus ou moins d'apporter la patience et de pouvoir de notre côté réfléchir ensemble à tout ça pour ensuite apporter plus tard une réponse plus concrète et une solution fiable. Et le sujet, on va dire, a vraiment été lancé au sein du groupe lorsque est arrivé sur la table le projet d'acheter ce land dans le Metaverse Sandbox pour le groupe Havas, où du coup il faut évidemment derrière pouvoir le stocker, ce land qui est un NFT sur la blockchain Ethereum, pouvoir le gérer, réaliser des transactions, que ce soit avec la crypto-monnaie de Sandbox qui est le Sand, ou dans même d'autres crypto-monnaies, etc. Donc voilà, donc là le projet est vraiment lancé via ce projet Metaverse. Donc peut-être qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment est-ce que cet enjeu naît par rapport au fait d'acheter un land dans le métaverse? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de flux pour la trésorerie? Alors, en termes de flux pour la trésorerie, ça veut dire être en capacité d'acheter des crypto-monnaies. Dans un premier temps, évidemment, parce que nous, on n'en possède pas directement, pour le moment, en tout cas, du moins via notre activité. Donc, c'est être en mesure de pouvoir acheter, donc avoir accès, on va dire, au marché des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies sont nécessaires pour acheter ces lands dans le métaverse. Exactement, tout à fait. C'est des transactions qui se réalisent entièrement en crypto-monnaie pour pouvoir acheter les NFT, notamment le cas du land dans le métaverse. Donc, et ensuite, en effet, être en mesure aussi de réaliser cette transaction, la payer. Alors, nous, comment ça s'est passé concrètement dans notre cas? C'est que, comme j'ai dit, on n'était pas en mesure au moment où le cas est arrivé de pouvoir gérer ce type de flux. Donc, on a fait appel à un prestataire externe qui a pu gérer cela pour nous avec ses process bien sécurisés, le temps que nous, on mette en place de notre côté, pareil, des process sécurisés qui correspondent aux normes de compliance et de sécurité financière du groupe. Donc globalement, en fait, vous, pour acheter, vous êtes passé par une plateforme. Cette plateforme, vous l'avez sélectionnée comment? Comment ça s'est passé? Alors là, c'est vrai que c'était un projet qui était vraiment très opérationnel, on va dire, et dont la trésorerie a été impliquée parce qu'évidemment, nous, on portait aussi ce projet de pouvoir gérer pour le groupe les achats, les ventes, les différents flux en crypto-monnaie à terme. Mais c'est vrai que ce projet d'achat de land, dans un premier temps, a été géré par les équipes business. Donc, c'est eux-mêmes qui ont choisi le prestataire avec qui ils allaient travailler. Et ce s'est vraiment fait entre eux et le prestataire. La trésorerie à ce niveau-là du projet n'avait pas encore été impliquée. On nous a impliqués par la suite au moment où on nous a demandé du coup d'ouvrir un wallet pour réceptionner ce NFT. D'accord, donc c'est vous, au niveau de la trésorerie, qui gérez le wallet, ou du moins qui avez un accès, au moins pour les reportings? Exactement, c'est-à-dire que le schéma qu'on a mis en place, c'est vraiment d'ouvrir un wallet groupe. Chez le prestataire, pas un wallet en direct. Exactement, chez le prestataire et après pouvoir gérer pour chaque agence, chaque filiale qui aurait un besoin, lui ouvrir un wallet dédié à son activité et pouvoir lui proposer ce wallet avec les normes de compliance et cetera, qu'on a mis en place et qui respectent du coup tout le process, du groupe. Mais c'est vraiment voilà, l'idée est vraiment de gérer ça en centrale, au niveau de la trésorerie, oui. D'accord, et c'est vous qui passez les ordres? Alors oui, exactement, puisque, exactement comme, ça serait le cas avec, par exemple, la gestion FX des devises, par exemple, c'est exactement la même chose au niveau des crypto-monnaies. Donc on a reporté vraiment ce schéma, hein, de process qu'on a avec, des doubles validations, puis du coup les personnes habilitées à réaliser ce type d'opération qui sont du coup, nous, en tout cas chez nous, les trésoriers, du groupe, qui sont voilà, en capacité de réaliser toutes ces transactions d'achat, vente, et cetera.
D'accord. Donc on sait que les cryptos, si on les considère comme des devises, ont des volatilités très fortes par rapport aux devises de référence fiat, par exemple l'euro ou USD. Comment vous faites pour gérer ce sujet-là? C'est-à-dire que est-ce que vous avez une stratégie de couverture? Comment vous Alors, fonctionnez? c'est vrai que ça a été un sujet très important quand on a commencé à évoquer la gestion et la possibilité potentiellement pour le groupe d'accepter ce nouveau moyen de paiement. On va dire la politique de couverture la plus simple, c'est de ne pas faire de conservation en crypto-monnaie et de convertir le plus rapidement possible en monnaie fiat. Donc monnaie fiat qui sont les devises comme l'euro, le sterling, l'USD, telles qu'on les connaît. Et donc voilà, notre politique, c'est vraiment aucune conservation des crypto-monnaies, des crypto-actifs qu'on pourrait recevoir, et aucune conversion dans un but spéculatif, évidemment, de nos devises fiat vers les crypto-monnaies. Le sujet des couvertures nous intéresse grandement, évidemment, tout comme on a l'habitude de travailler avec des couvertures sur le FX avec les devises étrangères. On souhaite aussi s'approprier ces process de couverture sur les crypto-actifs. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore mis le doigt sur une solution viable à ce niveau-là. Donc on sonde évidemment toujours le marché pour découvrir peut-être le produit magique qui permettra de se couvrir sur des achats ou des ventes futures en cryptoactifs. Mais pour le moment, en effet, on n'a pas de solution de couverture, on va dire, à ce niveau-là. Ouais, donc en fait, le fait de pas conserver de stock, ça permet en effet de se couvrir d'une certaine manière, même si vous restez exposé à la valeur du NFT, qui lui n'est pas forcément considéré comme une devise, mais dont la valeur peut fluctuer également. Exactement. Exactement, ouais. C'est vrai que le sujet des NFT est assez particulier dans le sens où il est encore des fois difficile de savoir pour certains NFT si la valeur est plutôt adossée à une devise fiat comme le dollar, ou est-ce que la valeur est adossée à l'Ether ou à une autre crypto-monnaie. Dans quel cas, en effet, on reste vraiment exposé à ce niveau-là et c'est plus difficile encore de se couvrir là-dessus. L'intérêt, c'est vrai, étant que du moins sur notamment ce projet Land, on sait très bien que c'était une acquisition qui peut avoir un certain coût, mais on sait très bien qu'on allait s'exposer évidemment à la valeur de ce NFT, de ce terrain dans le métaverse, et que en effet ça c'est un risque qu'on était prêt à prendre et à assumer. Oui. Oui, parce que pour vous, il y a un intérêt à la fois financier, mais aussi stratégique dans ces achats-là, Exactement, j'imagine. tout à fait. C'est aussi c'est une activité sur lequel le groupe Ava souhaite se lancer s'est lancé, pardon, même pas souhaite se lancer, s'est lancé et souhaite du coup vraiment via ce terrain qu'on a acheté dans le métaverse et ce premier pied qu'on a mis dans cet écosystème, pouvoir vraiment faire notre laboratoire de test, voilà, en termes de communication, de publicité, de marketing dans ce nouvel écosystème, et pouvoir du coup former déjà nos équipes là-dessus, et puis du coup voilà, montrer à nos clients que on maîtrise ces sujets-là, qu'on sait les porter, on a su les porter pour le groupe et qu'on pourra les porter pour eux aussi. D'accord. Et justement, ça pose la question, donc ça, c'est la situation telle que vous l'avez mise en place aujourd'hui. Je comprends que c'est un peu un essai, une expérimentation. Est-ce que vous êtes déjà un peu projeté? Est-ce que vous avez une vision d'à peu près quelles vont être les prochaines étapes potentielles sur ce sujet-là? Alors, c'est vrai que tout va très très vite et je pense que le marché et même les envies de l'écosystème et des clients va plus vite que ce qu'on pourrait planifier. Voilà, nous, on va dire, on va scinder, je pense, la partie, on va dire, activité de publicité, marketing, si je peux en parler en même temps, parce qu'évidemment, c'est lié à tout ce que j'évoque, et la partie au niveau de la trésorerie, puisque dans tous les cas, on en est vraiment qu'au tout début. Donc nous, le but du groupe, c'est aussi d'accompagner nos clients sur différents projets vraiment nombreux sur tout ce qui est l'écosystème métaverse, donc pour les accompagner sur notamment la mise en place de stratégies marketing dans cet écosystème, la mise en place de vente de NFT, des choses comme ça. Et évidemment, nous, côté trésorerie, on suit aussi ce mouvement en travaillant étroitement avec les équipes qui sont en charge de ces projets, qui sont en lien avec les clients. Et nous, on va faire en sorte d'adapter nos process. Alors évidemment, tout en gardant, voilà, nous, on a en trésorerie, on sait qu'on a ce couple un petit peu flexibilité, sécurité qui, quand on tire d'un côté, on perd évidemment un peu de l'autre. Donc nous, c'est toujours aussi s'assurer
voilà, qu'on n'a pas trop tiré du côté flexibilité pour pas perdre trop du côté sécurité, puisque l'enjeu notamment avec les NFT et notamment tout l'écosystème des crypto-monnaies, des cryptos-actifs, c'est de pouvoir reporter ces process qu'on a habituellement de double validation, etc., sur cette gestion des NFT, des crypto-monnaies, et donc pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas évidemment de risque de fraude dans un premier temps, mais aussi qu'on ne soit pas exposé, qu'il n'y ait pas des choses qui passent un petit peu à la trappe. C'est notamment pour ça que je disais tout à l'heure qu'on souhaitait notre schéma, on souhaitait vraiment que ça soit une centralisation au niveau de la trésorerie centrale. Le but n'est pas de suivre à la trace tout ce qui se passe au niveau de nos filiales et de nos agences, mais vraiment de pouvoir avoir un regard large là-dessus et de pouvoir s'assurer que voilà, on n'est pas en risque à un moment donné. Donc nous, on travaille vraiment main dans la main avec les équipes opérationnelles qui sont en premier plan de cette révolution, qui eux connaissent vraiment les besoins du marché pour que nous, derrière, au niveau de la trésorerie, on puisse, voilà, comme j'ai dit, adapter nos process et trouver les bons outils pour répondre à tous ces besoins. Et donc une trésorerie crypto du futur, ça ressemblerait à quoi? Donc aujourd'hui, vous passez par un prestataire pour acheter. Est-ce que c'est une solution qui, pour toi, est pérenne? Ou est-ce que vous discutez d'éventuellement, à terme, internaliser les achats et les faire en direct vous-même, sans intermédiaire, puisque c'est une des propriétés de la blockchain et des cryptos? Exactement, c'est vrai que le schéma qu'on a mis en place pour le lancement, c'est vraiment un schéma, alors je vais pas dire temporaire, hein, du tout, parce que c'est une solution qu'on a étudiée durant de nombreux mois. On a rencontré de nombreux acteurs, donc on sait qu'on a sélectionné une solution qui est fiable et qui est durable. C'était aussi le but, hein, c'était de pouvoir nouer un lien avec un partenaire qui va nous suivre sur nos projets. Donc évidemment, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place. C'était pas l'idée de le mettre en place pour dans un an changer l'intégralité de la structure. Donc on a essayé de mettre en place déjà quelque chose de durable et de fiable. Évidemment, comme j'ai dit, l'écosystème va tellement vite. Il y a des nouveautés, j'allais dire tous les jours, mais c'est ça, il y a vraiment des nouveautés tous les jours, toutes les semaines, voire voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui sortent, des innovations. Et même au niveau des solutions de gestion de tout ça, au niveau de la trésorerie, ça évolue extrêmement vite. Donc, je peux pas m'engager en disant que d'ici un an, on n'aura pas changé de process. C'est même sûr que voilà, nos schémas auront changé. On aura sûrement fait rentrer d'autres partenaires pour faire évoluer, puisque nos process évoluent en même temps. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est pas figé, le schéma qu'on a mis actuellement. Voilà, on va continuer à surveiller et à rencontrer les acteurs du marché, puisque même ceux qu'on a rencontrés à l'époque continuent d'évoluer eux très vite, et c'est pas parce qu'au moment où on a choisi une solution et que du coup on en a écarté d'autres que celles qu'on a écartées dans 6 mois peut-être auront développé quelque chose de nouveau qui pourront nous apporter une nouveauté qu'il n'y avait pas au moment du choix premier. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est de voir aussi comment les acteurs de ce marché-là évoluent. Et puis au-delà de ça, évidemment, là, on va dire, le marché est encore extrêmement jeune. On est arrivé, je pense, tôt, et c'était aussi l'ambition du groupe de se positionner très tôt sur cette place-là. Donc les acteurs avec qui on a dû travailler et avec lesquels on doit travailler, c'est pas du tout un choix par défaut, hein, nous on est fiers de pouvoir travailler avec ce type d'acteurs. C'est des acteurs qui sont propres à cet écosystème des crypto-monnaies, des crypto-actifs, de la finance décentralisée. On va dire qu'on n'a pas encore les acteurs traditionnels n'ont pas encore émergé dans cet écosystème. Donc voilà, peut-être que d'ici 1 ou 2 ans aussi, peut-être plus tôt ou peut-être plus loin, je sais pas à l'horizon, puisque quand on les a interrogés, eux-mêmes c'était encore un peu flou de leur côté, mais voilà, peut-être que les acteurs traditionnels, les éditeurs de TMS, les banques avec lesquelles on a l'habitude de travailler vont aussi arriver dans cet écosystème et seront sûrement en mesure d'apporter des solutions à tout ça, et peut-être de l'innovation aussi. Donc voilà, on reste très attentif et on espère évidemment pouvoir faire évoluer nos process. Et je me permets de poursuivre. Dans tous les cas, on sait aussi qu'on sera obligé de les faire évoluer. Aujourd'hui, on va dire que la solution qu'on a choisie, qui est donc de se tourner vers un partenaire de type CryptoBank, on pourra peut-être revenir après, si tu souhaites, sur comment nous on a catégorisé les différents acteurs. L'acteur vers lequel on s'est tourné propose une solution qui a été faite pour les institutionnels et les grandes entreprises. Donc on sait que c'est une solution qui est très sécurisée. Par contre, comme j'ai dit, voilà, il y a toujours ce couple flexibilité-sécurité
qui fait que on a une solution qui est très sécurisée mais peu flexible. Donc nous, c'est une solution qui convient très bien à l'achat, à la vente, la réception et l'envoi de fonds en cryptoactifs, mais qui va être compliqué à utiliser dans le cadre de projets opérationnels pour le groupe Havas, pour réaliser des événements sur le métaverse, pour pouvoir vendre des NFT, des choses comme ça, manipuler tout ça. C'est une solution qui n'est pas adaptée forcément à ce type d'activité, puisqu'elle a été développée pour la gestion de trésorerie. Donc voilà, on est toujours dans ce projet-là d'aller chercher une solution qui va être adaptée à tous nos besoins. Donc les besoins vont des fois plus vite que les développements des solutions. Donc on sait qu'on va devoir faire évoluer nos process et nos structures. Ouais, vous êtes un peu à l'avant-garde des entreprises de votre taille sur ce sujet-là aussi, donc vous défrichez le chemin. Exactement. Bah, écoute, si on peut le défricher pour ceux qui passeront après, c'est tant mieux. On va dire qu'on sera ravis de partager notre expérience avec nos collègues des autres groupes qui, je l'espère, suivront, et c'est certain. Mais en effet, c'est des fois pas facile, on va dire, de passer parmi les premiers et de devoir trouver de devoir trouver le chemin. En effet, comme quand tu dis, on se retrouve à devoir le défricher. Il n'y a pas forcément de chemin devant, donc on crée un peu le chemin devant nous. Et justement, si tu devais passer un message, donner un conseil à un trésorier qui, comme beaucoup, j'ai l'impression, se regarde ces sujets d'un peu loin, sans trop oser mettre le pied, mais qui se disent qu'un jour ou l'autre, il faudra ils y seront confrontés. Quel conseil tu pourrais leur donner ? Le conseil que je pourrais donner à un trésorier, en tout cas, c'est déjà en effet d'aller discuter avec ceux qui sont déjà passés par là, puisque évidemment, c'est toujours bon d'échanger les conseils. Beaucoup de choses dans cet écosystème aussi se font bouche à oreille, puisqu'il y a de nombreuses entreprises qui sont lancées dans cet écosystème, qui sont propres à cet écosystème. Et du coup, voilà, il y a certaines fois une barrière un peu entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Et donc, c'est justement en allant discuter avec ceux qui sont déjà passés par là que ça permet c'est aussi comme ça que nous, on a pu découvrir certaines solutions et certains acteurs du marché, en allant vraiment échanger avec les pionniers de cet écosystème. Et puis ensuite, évidemment, on sait que les trésoreries dépendent évidemment de tous les process groupes et sont pas forcément les services les plus flexibles, on va dire, des groupes. Mais évidemment, c'est de pas forcément vouloir aller plus vite que les besoins et toujours se rattacher à notre métier, donc au process qu'on a mis en place et à l'assurance de la sécurité financière du groupe avant tout. Et on sait que des fois, les équipes opérationnelles peuvent aller plus vite que nous. Enfin, pas peuvent, elles vont évidemment plus vite que nous. Donc, notre but, c'est les suivre. Mais voilà, c'est toujours ne pas oublier que derrière, ce sont des crypto-monnaies. Ça peut paraître être un petit peu moins concret que le cash traditionnel qu'on gère, mais ça reste. Il y a quand même un enjeu de sécurité derrière et de compliance qui reste très important. D'accord, écoute, merci beaucoup Jean. Donc le message est passé, si des trésoriers ont des sujets, ils peuvent te contacter. Non, avec grand plaisir, en tout cas moi je suis disponible en effet. Et avec grand plaisir pour échanger sur tout type de sujet à ce niveau-là. Ouais. Ok, écoute, je te dis à bientôt et merci pour ce témoignage. Merci à toi Jean-François, à bientôt. Ce podcast est maintenant terminé. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à liker et partager. À bientôt pour un nouvel épisode de Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers.